Chers amis, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Verbeo TV, la chaîne TV des éditions et de la librairie du Verbeo. Je suis Sylvain Durin, le directeur de la maison d'édition et de la librairie et de la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, vous allez découvrir une émission littéraire actuellement. Nous proposons tous les lundis une émission inédite, émission littéraire. Donc, un de nos journalistes reçoit un auteur pour un livre. Ce sont des émissions qui durent en général une trentaine de minutes. Vous allez avoir accès ici à la vidéo publique. Donc c'est une vidéo qui compte en général 10 minutes de moins que la vidéo réservée aux souscripteurs. Donc je vous invite, si vous êtes nouveau et même si vous êtes un de nos habitués, eh bien, à souscrire à notre chaîne. Vous avez 3 souscriptions différentes. Je vous laisse découvrir ça sous cette vidéo. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes encore plus de la moitié à suivre nos vidéos mais à ne pas vous abonner. Pour nous, c'est très important. Vous pouvez cliquer sur la cloche et vous pouvez bien sûr nous dire en commentaire ce que vous pensez de l'entretien, du livre, de l'auteur, du journaliste, ce que vous voulez. Nous lisons tous les commentaires et nous répondons en priorité à nos souscripteurs, quel que soit le degré de cette souscription. Voilà, chers amis, bon visionnage de cet entretien littéraire et je vous retrouve juste après. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions du Verbeo pour un nouvel entretien exceptionnel aujourd'hui en compagnie de Maurice Signolet. Bonjour Monsieur Signolet, Bonjour à vous. vous êtes commissaire divisionnaire honoraire et nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion de l'apparition de vos mémoires aux éditions de l'Artilleur. La police ne peut plus rien pour vous, en vente bien sûr sur le site des éditions du Verbeo et que je vous recommande, chers amis, vivement parce que non seulement elles sont bien écrites, mais surtout elles offrent un regard sensible sur les 40 ans que vous avez passé au sein de la police et sur l'évolution de cette institution. Maurice Signolet, ma première question, vous expliquez au tout début de l'ouvrage que vous avez mis du temps finalement avant de vous mettre à écrire tous ces souvenirs de carrière. Et puis un événement vous a décidé à prendre la plume. Lequel? Alors oui, effectivement, je suis en retraite depuis un petit moment et j'avais en quelque sorte tourné la page. C'est pas toujours facile de tourner la page de 40 ans d'une vie, mais bon, j'avais pris sur moi de me consacrer à mes enfants, mes petits-enfants, et voilà. Mais au fond de moi, vous savez, comme on dit souvent, flic un jour, flic toujours, euh, ça restait vraiment au fond de moi. Et puis, il y a eu cette affaire de Mazan qui a mis en évidence un drame absolument monstrueux là, d'un- d'un homme qui mettait en pâture. Non, l'affaire Pellicot. Oh là là, je me trompe, hein. Oui, c'est C'est l'affaire ça, des viols l'affaire de Pellicot. Mazan, c'est pareil. Oui. Voilà, exactement. Voilà. Et, et donc, ce qui a retenu l'attention des médias et du grand public, c'est la monstruosité. C'est même le président de la République s'en est ému. Et moi, la seule chose qui m'a vraiment, qui a retenu mon attention, ça a été le travail du policier de base. Et je me suis dit, il y a un gardien de la paix au fin fond d'un commissariat de province qui a percuté, quoi, hein, parce que je crois que l'individu avait été interpellé parce qu'il filmait sous les jupes des filles. Et habituellement, ça donne lieu à une main courante, ça va pas bien loin. Et en fin de compte, bah, par opiniâtreté, il a gratté et puis bah, il a en fin de compte révélé l'une des plus grandes affaires de ces 30 dernières années. Et donc, bah, d'un coup, ça m'est revenu. Je me suis dit, je vais raconter ma vie dans le détail du jour où je suis rentré dans la police jusqu'au jour où je suis parti pour un peu parler de ceux qui sont dans l'ombre. Hein. Un policier, généralement, surtout un commissaire de police, il a pour habitude d'écrire un livre euh, pour, euh, pour vanter sa participation à une affaire médiatique, une très grosse affaire criminelle, comme si c'est lui qui avait été euh, à sa résolution, qui avait aidé à sa résolution. Et donc, il se met en avant. Et moi, j'ai dit, non, je vais essayer de raconter ce qui se passe au fin fond d'un commissariat, au fin fond d'un service de police, ce qu'est le quotidien. Et donc, j'ai voulu aborder bah, qu'est-ce qui se passait exactement, comment était le quotidien. Avec toujours en fil d'Ariane le fait qu'il ne faut en aucun cas se départir de son émotion. Lorsque l'on travaille sur l'humain, que ça soit policier, médecin, enseignant, pompier, il ne faut jamais se départir de son émotion. Chose que j'ai toujours gardée intacte au fond de moi-même en 40 ans. Chaque jour qui s'est passé,
j'ai toujours eu ça en tête. Et cette dimension-là traduit peut-être justement une évolution de la police. Vous dites à un moment qu'on parlait d'âme policière et qu'aujourd'hui on évoque le terme plutôt de fonction policière. Qu'est-ce qui a changé dans la police au cours des 40 ans durant lesquels vous Je l'avez pense, fréquentée? je pense qu'effectivement, il y a 40 ans, on faisait de la police. Aujourd'hui, on fait des actes de police. La nuance est d'importance. C'est-à-dire on a dégagé son âme, vous voyez, pour devenir une fonction. D'ailleurs, on le dit, maintenant, on dit communément un fonctionnaire de police. Moi, j'ai jamais été un fonctionnaire de police. J'ai été un policier. C'est-à-dire que j'avais une vie de policier. Je mangeais policier, je dormais policier, je vivais policier. C'est un engagement de tous les jours. Si on ne fait pas ce métier-là avec un engagement très profond, ça risque d'être catastrophique. Et c'est ce que j'essaie de dénoncer dans mon livre. Euh, j'ai vu le changement, le glissement des comportements, aussi bien de la base que de la haute hiérarchie. Vous voyez, je le dis dans mon livre, la hiérarchie que j'ai connue, moi, était une hiérarchie de compétences et aujourd'hui, c'est une hiérarchie d'obéissance. C'est pas du tout la même chose. La nuance est d'importance. Et c'est en cela que je dis, la police ne peut plus rien pour vous parce que si on s'éloigne de cette dimension humaine, de cette dimension de, de prise en compte de l'autre, ça peut se révéler catastrophique. Et c'est vrai que le titre de mon livre est un peu provocateur, mais c'est pour alerter si tous les gens qui, comme moi, se sont dévoués corps et âme à leur mission, qu'elle soit policière, médicale, d'enseignants, prenez la plume pour dire il est peut-être temps de redécouvrir l'essentiel, le profond, l'intense, ce qui fait l'intérêt d'une vie, sinon ça n'a pas d'intérêt. Dans votre ouvrage, on sent bien d'ailleurs une forme de paradoxe, à savoir que plus on a donné de moyens à la police, ou plutôt ce n'est pas une affaire de moyens, et quand on a donné des moyens à la police, peut-être qu'elle a progressé en technicité, pardon, mais pas forcément en savoir-faire. Et vous décrivez aussi une époque, au début de votre carrière notamment, où l'absence de véhicules contraignait, enfin, en tout cas obligeait les inspecteurs à circuler à pied, et donc en termes de collecte de renseignements, c'était beaucoup plus efficace que c'est l'occupation de l'espace urbain. Ça peut paraître paradoxal. C'est paradoxal, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Si vous voulez, autrefois, on occupait la voie publique, aujourd'hui, on l'emprunte. La nuance est également d'importance. Vous le soulignez auparavant, le manque de moyens faisait que tout était basé sur l'humain et sur l'investissement humain. Petit à petit, on a glissé vers un fétichisme des moyens matériels avec une débauche permanente à réclamer du matériel en disant que si on n'a pas ci, si on n'a pas ça, on ne peut pas y arriver. Ça n'est pas vrai. L'investissement personnel, l'investissement humain est essentiel et primordial. Vous voyez, par exemple, on n'arrête pas d'entendre dans la presse la représentation syndicale policière qui est très présente, hein, très prégnante, hein. Il faut savoir que 80% des policiers sont syndiqués. Quand on compare ça au taux de syndicalisation du reste de la France, on comprend tout de suite. Petit à petit, en fin de compte, on est rentré dans un cycle revendicatif permanent. Vous voyez? Et en se dégageant de sa propre responsabilité. Et je crois que ça, c'est un grand travers. Là également, hein, il faut faire un retour sur le passé. Alors, j'ai aucune nostalgie, hein. J'ai voulu écrire ce livre un peu dans une pensée philosophique, hein, en se rapprochant de Platon. Je crois que c'est Platon qui faisait dire à Socrate dans son ouvrage Le Ménon, apprendre, c'est se ressouvenir de ce qu'on a oublié. Vous voyez? Et je pense que c'est un témoignage qui ne se veut absolument pas nostalgique, mais dire, mais attendez, il y a 40 ans, de la police, on en faisait aussi, et il n'y avait pas tous ces moyens-là. Par contre, il y avait un investissement personnel réel. Chose qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas, hein. Je pourrais vous citer des tas d'exemples. Et auparavant, si vous voulez, on était obligé de se calquer sur la mission. C'est-à-dire que la mission était telle, elle était tellement chronophage, elle était tellement envahissante qu'on était obligé de s'y adapter.
Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Si vous voulez, on adapte la mission à ses velléités personnelles, qui sont parfois hédonistes, parfois jouissives, et on en arrive à une catastrophe, quoi, à une catastrophe. Vous citez Platon, tout au long de votre ouvrage, on rencontre des Français, ou des gens qui ne sont pas français d'ailleurs, que vous avez aidés, que vous avez secourus parfois. On a l'impression que le métier de policier, finalement, dans son essence, en tout cas, c'est de regarder l'homme droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous avez appris de l'homme, justement, au long de ces 40 années? Alors, être policier, c'est avoir le souci de l'autre, c'est avoir de l'intérêt pour l'autre, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, que ça soit aussi bien une victime qu'un mis en cause. Il faut être attentif à l'autre. Alors, est-ce que c'est mon éducation chrétienne très forte que j'ai eue dans mon enfance qui m'a façonné, hein, qui fait que j'ai toujours eu de l'intérêt pour l'autre. Et j'ai pensé que le métier de policier pouvait, à cet égard, être un investissement. Donc, la seule chose dont au cours de ces 40 années, puisque la police, c'est un vecteur d'appréciation de sociologique, hein, on est là, on voit l'évolution puisqu'on touche le mal, le vice, la désespérance, on touche tout, hein. On- ce que, ce qui m'a le plus marqué, c'est la réification de l'autre. Vous voyez? Auparavant, il y avait une considération, même le truand avait une forme de considération, il avait une forme de noblesse quelque part, je mets ça entre guillemets, mais il y avait et aujourd'hui, on voit bien on n'arrête pas de parler d'ensauvagement, je pense qu'en fin de compte, faut pas parler d'ensauvagement, il faut simplement parler de mouvement pendulaire, hein. On revient tout doucement, calmement à une ère néandertalienne, tout simplement parce que on en a oublié que l'autre était important, que la consubstantialité des êtres était important, et ça, je l'ai remarqué. Cette violence qu'on voit aujourd'hui, surtout parmi les jeunes, montre à quel point il y a un échec, mais retentissant de notre société qui devrait nous alerter. On est hyper connecté, mais en réalité, l'autre qui est à côté de vous, on l'ignore totalement. Et tous les grands principes qui nous avaient permis d'évoluer, si vous voulez, il y avait une parité évolutionniste entre le domestique et l'éthéré, entre le matériel et l'intellectuel. Cette parité-là semble disparaître et tout ce qui nous avait construit, qui avait donné des valeurs, qui nous permettaient justement de vivre ensemble, qui permettaient justement des relations interpersonnelles apaisées, euh, eh bien, ont tendance à totalement disparaître. Si vous voulez, on a laissé la place à l'individu et à ses pulsions, et en reconnaissant, en fin de compte, les pulsions des uns des autres. Ça vient de loin, hein. Vous savez, c'est on peut parler, on va parler philosophie, reprenons le surréalisme d'André Breton ou de Kierkegaard, hein, qui faisait l'apologie de l'individu en disant qu'il n'y avait aucune morale, il n'y avait pas de restriction à son expression, etc. On le voit aujourd'hui. On voit les dérives où ça nous mène, où en fin de compte, eh bien, les pulsions, ce qui est factice, reprend le dessus. Ça, oui, j'ai vu cette différence. Une question qui est peut-être volontairement provocatrice, Ouais. surtout pour nous, quand je dis pour nous, c'est pour la maison d'édition qu'adoptons, c'est vrai, plutôt un point de vue assez conservateur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de subversion presque dans le sens même de la mission de la police depuis une dizaine d'années qui est passée de la protection des Français à la surveillance des Français, et que ce soit durant les Gilets jaunes, avant la manif pour tous, après le Covid, souvent on l'a senti, en se demandant est-ce que Ah, comment vous analysez ça? vous avez entièrement raison. La période des Gilets jaunes a été catastrophique pour l'institution policière. Je vous ai dit tout à l'heure que la hiérarchie était devenue une hiérarchie d'obéissance. Par ruissellement, l'institution policière a obéi. Moi, personnellement, grâce à Dieu, j'étais pas là à ce moment-là. Mais vous voyez, moi, par exemple, j'aurais dit à mes gars de poser le casque à terre. Il y avait, il s'agissait pour une fois, vous vous rendez compte que depuis peut-être la révolution de 1789, pour une fois, un peuple sortait et disait il y en a marre, quoi. Et il revendiquait pas des salaires ni quoi que ce soit. Il disait faut que ça cesse, quoi. Faut arrêter.
Et qu'est-ce qu'on a fait? En fin de compte, on l'a battu, éborgné, et on l'a renvoyé dans ses sous-préfectures en disant faudra y rester. Et ça, c'est catastrophique. Si vous voulez, on est passé d'une police, d'une police du quotidien, d'une police de proximité que j'ai connue, à une police d'ordre. On le voit bien, avec en plus le recours à la technopolice qu'on voit partout, hein, les radars sont partout. Encore auparavant, il y avait encore des gendarmes qui vous arrêtaient quand vous étiez en excès de vitesse, vous pouviez encore quelquefois discuter. Aujourd'hui, c'est absolument terminé. Moi, ce qui me fait le plus peur, on n'arrête pas de parler de démocratie, mais j'ai l'impression qu'il y a un divorce entre les deux racines grecques, hein, Demos et Kratos, hein, entre le peuple et le gouvernement du peuple, hein. On voit bien que depuis quelque temps déjà, que ça soit la droite ou la gauche, hein, on voit bien qu'une élite euh, politico-culturelle a pris le pouvoir et a beaufisé les gens ordinaires, les gens simples, parce qu'en considérant qu'ils n'avaient pas les capacités intellectuelles pour comprendre, et ils ne se rendent pas compte que ça met les gens dans une désespérance totale. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Vous voyez? Alors, ça apparaît pas dans mon livre, mais ce que je voulais dire, c'est que si tous les gens qui travaillent sur l'humain écrivaient des textes pour dire, eh ben non, il y a aussi une part d'affectif dans la vie, il y a une part d'émotionnel, il y a une part d'intérêt à l'autre qui est essentielle, eh ben peut-être qu'au bout d'un moment, on inversera cette doxa politico-culturelle qui fait que vous avez un président de la République qui vous dit vous avez qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. Vous voyez, non, il y a aussi des gens qui ont envie de vivre au pays, de vivre près de leur tata, de leur tonton. C'est important aussi. Vous voyez, comme quoi, en partant de la délinquance, on peut se permettre d'avoir une réflexion philosophique quand même. Pour vous, alors c'est peut-être un peu artificiel de faire des podiums comme ça de risques, mais est-ce que vous direz que le narcotrafic, c'est le danger vraiment existentiel pour la France aujourd'hui? Ou c'est vrai que les missions de la police sont quand même diverses. Il y a la menace islamiste. Comment vous le situeriez dans l'échelle des menaces pour l'avenir de la France? Alors, c'est une des grandes menaces dans le sens où ça sinistre l'espace public. Hein, c'est-à-dire que on parle dans dans une espèce de dynamique sémantique un peu particulière des territoires perdus de la République. Oui, c'est des territoires perdus de la République, mais à plus d'un titre, c'est des territoires perdus pour la France. C'est beaucoup plus grave. Donc, si vous voulez, le narcotrafic s'entremêle avec une immigration un peu incontrôlée dont on paye le prix très cher aujourd'hui. Là aussi, il va falloir réfléchir à tout ça. À un moment donné, se dire, est-ce qu'on a abandonné les vecteurs d'assimilation que l'on avait depuis des siècles chez nous? La France a toujours été, la France n'a pas été peuplée que de Gaulois, hein. On a eu des barbares qui sont venus nous attaquer, des Romains, etc., etc. Mais on avait créé un espèce de creuset civilisationnel assez particulier qui faisait que, bah oui, la France, il y avait une forme d'élégance, une langue, une culture, des mœurs particulières, et chacun qui venait s'y agréger les acceptait et même les sublimait. Hein, reprenons les termes de Chagall, hein, il n'y a pas une goutte de sang français dans mes veines, mais la France coule dans mes veines. Et aujourd'hui, on voit bien que ces vecteurs d'assimilation disparaissant, il va falloir qu'on accepte toutes les différences. La cohabitation va devenir très difficile. Vous voyez que tout est lié quelque part, hein, tout est lié. Et je crois que ce qu'il faudra qu'à un moment donné, on se dise, est-ce qu'il ne faut pas reprendre notre destin en main? Est-ce qu'en fin de compte, moi, ce qui m'affole le plus aujourd'hui, c'est de voir qu'une génération qui arrive, c'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'on voit une génération cracher autant sur celle qui l'a précédée. Il suffit de se promener partout en France et de se dire on a reçu en héritage est beaucoup plus grand que ce qu'on sera nous-mêmes pendant toute notre vie et se dire oui, ils ont quand même bâti des cathédrales, les cathédrales qu'on veut monnayer maintenant pour payer l'entrée. Je trouve ça absolument invraisemblable. C'est-à-dire on va marchandiser 1000 ans de piété et je trouve ça assez dramatique. Parce que derrière la construction d'une cathédrale, il y a une foi. Et cette foi, elle existait vraiment. Alors, je dirais, je dérive un peu, mais je crois que il faudra s'interroger sur
cette, euh, cette vocation qu'on avait à assimiler les gens parce qu'on pensait que c'était enrichissant. On pense que s'enrichir de diverses cultures, que la multiplication est un gage de mieux-être. J'en suis pas si sûr. Si vous reprenez l'anthropologie, il y a dans notre cerveau toute petite cellule dans notre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire. Et le cortex singulaire, c'est celui qui provoque les angoisses. Et le cortex singulaire est apaisé lorsque l'individu se sent bien entouré, il y a un sens à sa vie, ce qu'il vit correspond à une sécurité. Vous voyez? Et si jamais il est en insécurité, qui ressent de l'insécurité, le cortex singulaire crée de l'angoisse. Et donc, quand on reprend depuis la nuit des temps, toute l'évolution a été liée au fait que, eh ben, on essaye de se ressembler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a inventé des signes distinctifs entre nous, des signes de reconnaissance. Tout ça disparaît. Tout ça disparaît au nom d'une idéologie disruptive qui veut que non, toutes les pulsions ont un sens, tous les atypismes, les particularismes, les singularités ont un sens. Non, non. Elles donnent de l'angoisse, elles donnent de l'incertitude, elles donnent du rejet, elles donnent de la difficulté à vivre ensemble, puisque justement, à chaque fois, ce cortex singulaire est mouvementé. Vous voyez comme quoi, en parlant de police au quotidien, on en arrive à des théories philosophiques un peu fumeuses. Mais c'est l'intérêt, c'est tout l'intérêt. Mais c'est vraiment moi ce que j'ai trouvé magnifique dans votre ouvrage, c'est que en fait c'est un ouvrage sur l'homme C'est avec un ça, grand H, et vous l'avez vu exactement. dans toute sa faiblesse, parfois justement dans toute sa détresse, ce qui peut-être sans blinder, mais en tout cas au fur et à mesure du temps permet de garder un peu de distance par rapport aux tourments. Euh, Face aux tourments que connaît la France, est-ce que et avec toute l'expérience qui est la vôtre, vous dites qu'il y a encore des raisons d'espérer ou on est condamné d'un point de vue sociétal et donc sécuritaire à aller vers une sorte de sud-africanisation avec des petites communautés qui assureront leur propre sécurité avec des polices privées. Ou est-ce que vous croyez qu'il est encore possible de faire quelque chose en harmonie ensemble vers Alors, les Signolais? Alors, il faut avoir de l'espoir. Sinon, vous savez, moi, j'ai 6 petits-enfants, donc je n'ai pas envie de leur léguer du désespoir. Euh, je crois qu'il est toujours, je pense que la doxa est en train de changer. Je pense que, je vous dis, cette doxa dominante culturelle, philosophique, qui nous a amenés depuis, je vous parlais d'André Breton, mais après Jean-Paul Sartre, etc. euh, on arrive un petit peu aux limites. Alors, ça prend aujourd'hui une dimension particulière avec l'intelligence artificielle, que moi j'appelle plutôt l'intelligence assistée. C'est absolument catastrophique, ça. Déjà que notre cerveau fonctionne qu'à 20% de ses capacités, là, ça va faire du dégât. Mais j'ai quand même de l'espoir. Pour une raison toute simple, hein. Je ne crois pas à la linéarité évolutionniste. Vous voyez, à la Karl Marx, la pensée marxiste, on part d'un point A pour arriver à un point B. Je crois beaucoup plus à la pensée de Joseph de Maistre, qui parlait d'époque et de période. Et il expliquait que souvent, dans l'histoire de la civilisation, il y a des époques qui brillent encore de leur feu, un peu comme des étoiles mortes dont on voit encore la lumière nous parvenir. Je crois que c'est un peu ce qui se passe. Et ce qu'il faut espérer, c'est si on arrive à redonner du sens à- au profond, à l'intense, ça peut rebasculer. Ça peut rebasculer. En tous les cas, moi, c'est le message que je veux porter, le message d'espoir. Euh, euh, vous savez, je crois que c'est Heidegger qui disait autrefois on avait des convictions, aujourd'hui on a des opinions. Aujourd'hui, on le voit bien, cette multiplicité d'opinions fait qu'il y a un brouillard ne nous permet pas de voir exactement les réalités. Essayons de reprendre une dimension du profond, de l'intense, et peut-être que les choses iront mieux. Vous voyez, dans mon livre, j'ai voulu raconter une multitude de petites anecdotes, hein. J'ai traité de très grosses affaires, hein. Quand j'étais à la brigade criminelle, au STUP, à l'antiterrorisme, etc.
mais je m'en suis bien gardé. Je me suis bien gardé de raconter tout ça. J'ai raconté au contraire le quotidien et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est un peu comme un dialogue avec le lecteur, que le lecteur fasse comme si c'était une conversation. On a une petite conversation qui dure un peu longtemps ensemble, mais qu'à un moment donné, ben, petit à petit, il s'éveille, etc. Vous voyez, ce matin, j'étais sur une radio, là, j'étais sur BFM, et j'ai raconté une anecdote à une journaliste qui était en face de moi, avec de l'émotion, comme je sais le faire. Elle a fondu en larmes, vous voyez? Et donc, sur le plateau, elle a fondu en larmes. Et si on pouvait arriver à retenir l'attention, ne serait-ce que quelques instants, et dire, et si on prenait un peu de temps pour réfléchir, si on prenait un peu de temps euh, pour, euh, pour essayer de se dire, bah, tout n'est pas perdu, quoi. Tout n'est pas perdu. Moi, j'y crois, j'y crois. Et Merci pourtant, je suis pas beaucoup. tout jeune, hein. Pourtant, je suis pas tout jeune. Mais justement, vous avez la sagesse aussi qui nous permet de prendre de la distance avec l'impression des Alors, fois d'un instant. je crois que il faut se tourner vers les anciens parce que les anciens n'ont pas d'ambition. Vous voyez, quand je vois tous ces gens politiques qui n'ont pas de vécu, je me dis oui, mais qu'est-ce qu'ils vont apporter, quoi? À part de l'ambition personnelle, très souvent, moi, j'ai aucune ambition. Vous savez, c'est terminé, etc. Par contre, j'ai des connaissances. Il y a des choses que je sais. Il y a des choses que j'ai vécues. Il y a des choses que j'ai pu apprécier et en tirer des analyses. Et donc, je peux le transmettre gratuitement, gentiment. Vous voyez, c'est toute la différence. Tournons-nous vers les gens qui n'ont pas d'ambition, vous voyez, en tous les cas personnels. Or, celle de transmettre quelque chose, de dire, voilà, je vais partir, mais je vous laisse quelque chose. Et tâchez d'y réfléchir. Et Dieu sait que votre ouvrage, pardon, donne matière à réfléchir. Je rappelle le titre, La police ne peut plus rien pour vous, aux éditions de l'Artilleur. Vraiment, achetez-le, chers amis, parce que il vaut le coup. Vous ne serez pas déçus. Et ce sont plusieurs centaines de pages de réflexion sur une institution, mais aussi sur les hommes derrière et sur ceux qu'elle sert au sens plus large. Merci beaucoup Maurice Signolet, merci à Je vous tous de nous remercie. avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je crois aussi qu'il y a eu un mécanisme de souscription pardon, qui a été mis en place. N'hésitez pas à souscrire pour obtenir des contenus exclusifs. À très bientôt sur le VRBO TV. Merci d'avoir suivi cet entretien jusqu'à son terme. Sachez que l'entretien complet, qui compte donc 10 minutes supplémentaires, est disponible en suggestion de cette vidéo et en commentaire de cette vidéo. Il vous faudra pour ça souscrire à notre chaîne. Je vous le rappelle, abonnez-vous, partagez cette vidéo, commentez-la, cliquez sur les pouces bleus, cliquez sur la cloche. Pour nous, c'est très important pour les référencements. Et puis pour ceux qui veulent rejoindre la grande maison du VRBO, vous pouvez souscrire. Je vous dis à bientôt. En attendant, bon visionnage de notre chaîne et surtout bonne lecture.